Hey, salut tout le monde. Bienvenue au Trio économique. Aujourd'hui, avant d'entamer notre longue discussion, n'oubliez jamais, les podcasts du Trio économique sont entièrement intemporels, ou en tout cas 95% du temps intemporels. Fait que si vous avez l'impression moindrement d'avoir appris quelque chose aujourd'hui, dites-vous qu'il y en a 65 autres sur notre chaîne YouTube. Allez dans les playlists, trouvez la playlist du Trio économique, vous allez toutes les avoir là. Si vous êtes plus audio, évidemment, c'est Spotify qui va être votre meilleur ami pour tout trouver à ce moment-là. Vous allez pouvoir vous abonner sur Spotify. D'ailleurs, même si vous n'y allez pas sur Spotify, ça donnerait un petit coup de pouce au Trio économique que vous alliez vous abonner quand même. C'est fou comment les algorithmes fonctionnent. Si on veut que le Trio économique soit suggéré dans plus de podcasts, bien, idéalement, prenez le temps d'aller vous abonner sur Spotify au podcast. Ça nous aide vraiment à mettre un avis aussi. À date, on a juste des 5 étoiles. Fait qu'à quelque part, on doit faire 2-3 choses comme du monde. Je suis pas mal sûr. Fait que prenez le temps de faire ces affaires-là. C'est le meilleur moyen de nous aider à faire connaître ça parce que, tu sais, on s'en cache pas. La plupart des autres podcasts qu'on fait, c'est un peu... Le but, c'est un peu de monétiser, c'est amener de l'eau au moulin, faire grossir l'équipe, des choses comme ça. Mais celui-là, le Trio économique, j'ai quelque chose de plus que j'aime. Il y a comme une vocation un peu éducative dedans. Je pense que ça nous permet vraiment de diffuser des idées qui ne sont pas si bien expliquées que ça. Généralement, c'est de construire votre grille d'analyse, construire votre façon de penser par rapport à l'économie, par rapport à qu'est-ce que pourrait être la société en général. Fait que ce volet-là éducatif, c'est quelque chose qui me plaît vraiment dans le Trio économique. Fait que prenez le temps de nous aider. Prenez le temps de faire les j'aime sur YouTube. Prenez le temps de faire les j'aime sur Facebook aussi. Si vous avez l'impression que vous avez appris quelque chose, ben essayez de permettre à d'autres personnes autour de vous d'être exposés au Trio économique pour qu'eux aussi puissent apprendre des choses. Si c'est encore possible de le faire de leur côté, mais je pense que c'est toujours possible d'apprendre des affaires. Surtout quand on a Vincent avec nous je ne sais pas pourquoi je fais le généreux avec lui aujourd'hui. Je n'ai même pas de préparé de bitcherie. Juste dire qu'il nous apprend des choses. Je veux dire, je suis vraiment gentil. Là. Est-ce que tu veux que j'évite de t'insulter aujourd'hui? Non, je suis pas fragile comme ça. Écoute, je sais pas, là, c'est dur, là, quand tu parles de même. Je me dis, écoute, il est fragile, là, mon petit Yann. Parce qu'habituellement, le podcast aussi, ça apprend des choses, mais c'est un peu genre l'initiation à l'art de l'insulte aussi. Là. Fait que oui, il y a un peu de ça. Ça, c'est sa vocation secondaire, qu'on parle jamais, mais. Hey, notre chum a gagné son élection. By the way, félicitations, Fitz. Merci. Il a acheté son élection. Non, c'est pas vrai. Je pense pas. En fait, pour vrai, je suis sûr que si on regarde la littérature, les subventions aux entreprises, je suis sûr que ça n'a presque aucun effet sur, c'est vrai, ça, sur les votes. J'ai vraiment la conviction sincère que les dépenses de stimulus, par exemple, que je suis pas d'accord que les politiciens doivent le faire, mais que ça n'a pas l'effet qu'on s'attend. Parce que, tout simplement, c'est que c'est mieux de le faire que de ne pas le faire, même si le return, le rendement est de 0 électoralement. Parce que si tu ne le fais pas, là, l'autre peut t'attaquer. Puis là, toi, c'est pas que tu gagnes des points, c'est que t'en perds pas. T'en perds pas. Donc, ça arrive. Moi, je serais curieux de voir une étude là-dessus, mais mettons, répartie les régions versus la ville. Parce que, tu sais, mettons, si tu es à Montréal ou à Québec, qu'une entreprise ou dans une autre ville américaine importante, mettons, là, qu'un gouvernement déroule un ruban sur une entreprise que tu viens d'apprendre l'existence en voyant le communiqué de presse bien souvent, je pense pas que ça a tant d'influence que ça, mais si tu es dans une région genre mono-industrielle, puis l'emploi, mettons, est un peu précaire, un gouvernement qui arrive, qui se fait sécher les dents en annonçant une ouverture d'usine ou une subvention, honnêtement, je pense que ça peut quand même avoir un... Moi, en tout cas, c'est des trucs que j'entendais là, quand je vivais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était ouais, pourquoi, mettons, je sais pas, tu vas voter libéral? Ah, ben quand lui était ministre, là, on en a eu pas mal, puis ils ont donné telle affaire à telle entreprise. Je pense peut-être que ça marque plus les gens, mais encore là, c'est une intuition que j'ai. J'ai pas de.
Écoute, ce que je sais, là, il y a beaucoup de. C'est une grosse littérature, là, mais j'ai un article d'une amie qui est à Texas Tech University, Jamie Pavlik. Puis elle a un article qui est sorti comme il y a quelques mois maintenant, mais en gros, c'est est-ce que les endroits qu'un président, en fait, un endroit qui vote pour un président aux États-Unis se retrouve récompensé un peu par les dépenses, par comment Ouais. le secrétaire du Trésor aux États-Unis décide d'allouer les dépenses. Puis ce qu'on trouve, c'est que oui, il y a l'air d'avoir un effet. Donc, tu vas recevoir plus de transferts de paiement si tu votes du bon bord. Mais le problème, c'est que ça veut dire qu'à toutes les élections, les swing counties vont se déplacer vers l'autre parti s'il y a plus de chances de gagner, que les comportements des autres politiciens vont s'ajuster. Toutes les raisons théoriques me donnent de croire qu'un politicien ne peut pas ne pas le faire, à moins de souffrir une pénalité importante électoralement, mais qu'au net, il n'y a aucun gain de le faire. C'est-à-dire que si tu donnes 50 000 allons-y avec un exemple extrême, que tu donnes des millions de dollars à une cimenterie en Gaspésie, exemple fictif, tu ne gagneras pas le comté plus ou moins que tu l'avais fait avant. Tu vas te retrouver encore une fois dans la même situation. Donc, tu n'es pas bénéficiaire de la chose, même si le montant est gigantesque. Mais ce qui est fréquent dans ces histoires-là, c'est quand tu prends le montant total de subvention / prêts sans intérêt / prêts pardonnés. C'est quoi, c'est les prêts pardon là, qu'on avait avec Fitz dans les derniers temps, là, des prêts pardonnés. Pas tant de même. Tu prends tous ces montants d'argent-là qui est quand même garoché par les fenêtres dans la tête de bien des gens, puis tu divises ça par le nombre d'emplois préservés et créés. Puis ça, c'est la statistique du gouvernement officiel qu'on utilise. Donc, on se doute bien que c'est exagéré. Ça arrive tout le temps avec des chiffres faramineux. Là, on parle de 100 000, 150 000 par emploi préservé ou créé. Fait que là, tu es là, tu te dis, crème, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Tu te dis, électoralement, ils doivent bien avoir un avantage à faire ça. S'ils sont prêts à dépenser 100 puis 150 000 par emploi préservé, finalement, tu arrives, tu te dis, OK, l'impact positif n'est pas réellement là. Tu as vraiment l'impression, tu te dis, on fait beaucoup de flafla avec quelque chose qui n'est pas si utile que ça, mais il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que ça nous coûte un bras et une jambe. En fait, on l'a déjà dit, grosso modo, là, l'ensemble des subventions aux entreprises, ça se compare à peu près à l'impôt des entreprises qui est payé là, dans le budget du Québec. C'est un peu capoté. Moi, je pense que ça sert. Moi, je pense qu'il y a une affaire qu'on peut-être on sous-estime là, dans comment on en parle depuis le début, c'est que ces subventions-là, à mon avis, servent beaucoup plus à shaper le narratif que tu essaies d'entretenir comme gouvernement que à avoir des impacts réels dans l'économie. Prenons un exemple aussi totalement fictif. Ton narratif, c'est important l'achat local, c'est important la proximité, nos beaux produits, défendre notre nation. Ben là, mettons que tu essayes d'inventer un genre de plateforme qui ressemble un peu à Amazon, mais qui ne marche pas vraiment. Ben, l'impact économique de ça, c'est. Pas du tout, là. Mais l'impact économique de ça, c'est probablement pas loin de zéro par rapport à l'argent qui est investi. Par contre, au niveau du narratif que tu entretiens de nationalisme économique, nous autres, on pense aux gens d'ici. Moi, je pense que c'est là que tu gagnes ton. Tu flattes ton caribou, là. C'est ça. Mais tu flattes ton caribou, mais ça pourrait être tu flattes ton écolo aussi. Les subventions à des trucs environnementaux. Bon, est-ce que c'est tout le temps bénéfique pour l'environnement ou bénéfique pour l'économie? Honnêtement, j'ai des gros doutes. Je vais donner une raison. Par contre, ça nourrit ton narratif. Je peux te donner une raison pourquoi je pense que ça n'a pas d'effet. L'exemple, c'est les dépenses qui me vient en tête que je suis le plus familier avec. C'est les dépenses lorsqu'il y a une récession. Toujours la justification qu'il faut un stimulus fiscal, donc l'État va dépenser. Mais dans tous les cas, il y a toujours la tentation d'envoyer les fonds du stimulus fiscal vers des endroits qui sont électoralement tentants. Tu ne peux pas juste les allouer politiquement, il faut que tu les alloues une sorte de mix de défense justifiable puis défense injustifiable. Donc, par exemple, l'exemple classique, la Grande Dépression aux États-Unis, on regarde les dépenses de tous les programmes sociaux de la portion New Deal
et tu regardes où est-ce qu'ils ont été dépensés. Est-ce que FDR, Franklin Delano Roosevelt, quand il était président, est-ce qu'il a alloué les fonds dans les États qui étaient électoralement importants pour lui ou dans les États qui ont le plus souffert de la dépression? Et ce qu'on trouve, c'est que c'est genre un mix des deux. Donc, ce n'est pas purement alloué selon des besoins économiques, mais pas purement selon des besoins politiques. C'est un mix. Mais le problème de ça, c'est que dès que tu as un peu de tentation politique, l'efficacité du dollar dépensé va diminuer. Le concept clé que les gens ont dans cette littérature-là, c'est le multiplicateur keynésien, que $1 de dépense pendant un moment va créer plus que $1 d'activité dans la période subséquente. Mais ça présume que l'État, je n'ai pas envie d'embarquer dans le débat parce que moi, je pense que le multiplicateur est en bas de 1 tout le temps. Ça, c'est-tu comme l'argument de dire $1 dans la culture ramène $7? C'est la même affaire. Logiquement, il y a des différences, là, mais pour les fins de la discussion ici, parce que je n'ai pas envie d'embarquer dans de la théorie macro, là, non, c'est ça. mais c'est la même à peu près d'idée. C'est que dans une récession, tu as du slack. Parce que tu as du slack, dépenser $1 va avoir plus qu'$1 d'effet d'activité économique parce que l'État est un bon coordinateur des activités. Il y a vraiment plusieurs hypothèses là-dedans qui sont un peu débiles, mais le modèle dans lequel tu peux avoir en haut de 1, il y a des prémices qui doivent être présentes, genre que l'État alloue sur des programmes qui sont vraiment importants, des biens publics, des choses qui augmentent vraiment la productivité. Si tu alloues politiquement à qui va avoir les dépenses publiques, bien là, ça veut dire que tu t'éloignes du plus qu'$1, puis tu te retrouverais peut-être dans la zone où c'est en bas d'$1. Donc, tu dépenses $1 de plus, mais au net, ce que tu as, c'est genre 90 cents de plus d'activité privée. Donc, au net, tu as perdu dans une situation comme ça, parce qu'éventuellement, tu vas avoir augmenté les taxes. Bien, ça, c'est une situation dans laquelle tu pourrais avoir. Pourquoi il n'y aurait pas d'effet politiquement d'avoir donné le stimulus dans certains comtés? C'est que tu as allongé la récession ou tu as appauvri les gens ou tu vas devoir taxer éventuellement. Donc, il y a des gens dans d'autres endroits qui payent la facture. Puis eux, à cause que les dégâts économiques persistent plus longtemps, ils sont plus résistants à voter pour toi. Donc, au net, tu as peut-être gagné un vote, genre dans le comté que tu as essayé de donner les nananes, mais dans les autres comtés, tu n'as rien gagné. Au Canada, c'est peut-être plus bénéfique parce que tu as l'affaire des comtés, mais dans des endroits comme la France où tu as un régime présidentiel où est-ce que tu votes au premier tour puis au deuxième tour, puis là, tous les électeurs comptent à peu près la même chose, puis que où tu es, ça compte pas tant que ça, bien là, ça peut avoir un effet vraiment important. Où est-ce que l'argent... ça peut avoir encore moins d'effet, excuse-moi, où est l'argent est dépensé. Donc, j'ai vraiment plusieurs raisons théoriques de croire que, honnête, le politicien qui fait ça, les rendements politiques de la chose, là, je mets de côté tout l'aspect économique, je pense que ça s'approche pas mal de zéro. Fitz, t'as-tu compris, là? Enough. Enough, Fitz. Enough. Plus de chéquier, Fitz. Ouais, je serais content, mais probablement que s'il ne le faisait pas, tu aurais le chef du PQ qui dit que Pierre Fitz il donne pas assez. Puis là, c'est un méchant capitaliste néolibéral qui veut juste que les entreprises québécoises meurent puis qu'on vende le Québec aux Américains puis aux Ontariens. Ouais. Ça serait quelque chose comme ça. Puis là, il perdrait. Donc, c'est pour ça que l'équilibre, c'est que tout le monde doit le faire, même si personne gagne. C'est un rat's race à toute fin pratique. Mais c'est vrai que ça. Puis en plus, ce rôle-là, mettons, d'être le Fitz qui donne, c'est un peu un rôle ingrat parce que, comme tu dis, si tu le fais, l'accusation qui arrive, c'est il choisit les amis du régime, puis on sait bien, le gouvernement donne juste de l'argent à ceux qu'il aime, puis ceux qu'il choisit, mais s'il le fait pas, il y a aussi genre l'accusation que tu viens de dire, c'est-à-dire on sait bien ce gouvernement-là, il n'y a pas à cœur les entreprises d'ici, plein de gens leur demandent de l'aide et puis ils les envoient promener. C'est quand même drôle aussi l'argument de dire il choisit ceux à qui il donne. Ben ouais, c'est quand même la définition même de donner des subventions, sinon c'est parce que tu en donnerais à tout le monde, donc il n'y en aurait pas au final. Mais écoute, moi je me souviens, ce qui me gosse encore plus, là, c'est que chaque fois, c'est pour ça que l'affaire du Rat's Race, ça me déprime vraiment. Pourquoi ils le font? Surtout quand tu regardes la littérature sur les business subsidies. Donc là, tu fais vraiment des subventions directes aux entreprises. Tu essaies d'enlever des trucs comme les garderies, parce qu'à un moment donné, j'avais fait le truc avec l'IADM, puis j'avais souligné que le Québec a effectivement beaucoup plus de subventions que le reste du Canada. Mais une des raisons, c'est que dans la
catégorie subventions aux entreprises au Canada, tu as les subventions aux garderies qui ne Ils rentrent sont pas dans la techniquement même. c'est pas techniquement une entité gouvernementale, C'est c'est ça. comme un genre C'est de ça. c'est encore des OSBL? Je pense que oui. Oui, mais dans ce Genre cas-là, c'est comme la manière dont le programme est administré. Ça passe comme une subvention, mais c'est pas une même type de subvention. C'est pas comparable avec ce qu'il y a dans les autres provinces, mettons. parce qu'il y a pas de sélection de gagnants et perdants là-dedans, là. Ouais, fait qu'il faut que tu fasses un petit ajustement, puis ça a un effet. Fait qu'au lieu d'être, je pense que dans le temps, c'était que le Québec, malgré qu'il était 20% de la population ou 23%, j'oublie le pourcentage, mais disons 23% de la population, il est 45% des subventions. Quand tu enlèves les CPE, c'est au lieu d'être, il est 23% de la population toujours, mais il est comme 30% des subventions au Canada. Ce qui est quand même trop. Là. C'est quand même disproportionné. Puis en fait, peut-être que la population, ce n'est pas le bon dénominateur, là, parce qu'on est à peu près, on est 23% du Canada, mais on est, je pense, 20 ou 19% de l'économie du Canada, parce qu'on est un petit peu plus pauvre par tête de pipe. Donc, le vrai ratio, c'est peut-être à peu près un petit peu plus que 2 pour 1 de subventions relativement à notre poids économique. Mais c'est quand tu regardes la littérature sur ces subventions, là, vraiment, tu enlèves les CPE, l'effet est toujours. Je n'ai pas encore trouvé un article scientifique qui dit que des subventions aux entreprises ont un effet positif de long terme sur la croissance économique. Ils sont tous. C'est presque. Tu sais, quand ils disent, mais là, il y a consensus sur le réchauffement climatique, je trouve toujours drôle que ces mêmes personnes-là, ils ne veulent pas dire consensus sur le salaire minimum ou sur les subventions aux entreprises où tu peux prendre tout des d'un coup, méthodes. la science puis les experts n'existent plus. Oui, c'est ça. C'est toujours une sorte de géométrie variable. Un carré dans une place, c'est un cercle, puis un cercle devient un triangle. Puis j'ai toujours aimé ça, cette espèce de deux systèmes-là. Mais quand tu regardes, il y avait une méta-analyse que j'essayais de. Les économistes, vous êtes pourris en marketing. Je veux dire, les Greens sont vraiment meilleurs que vous autres. J'ai pas envie de faire. Écoute, premièrement. Oui, mais c'est parce que la phase, c'est juste avec Vincent répondre. C'est parce que c'est dur. C'est dur de faire peur aux gens. Tu sais, ça va être quand même compliqué d'un truc marketing à arriver et dire écoute, toutes les études là, le prouvent que si on augmente le salaire minimum à temps, tout le monde va mourir. C'est plus dur c'est plus dur d'aller jouer sur l'irrationalité des gens. Techniquement, si tu montes le salaire minimum très élevé, il n'y a personne qui peut être embauché puis que tu fais du enforcement du salaire minimum à, disons, 2000 $, puis tu payes des policiers 2000 $ pour aller faire en sorte que personne ne travaille à moins de 2000 $, je te garantis qu'il y a du monde qui va mourir. Je peux imaginer un cas extrême, il y a beaucoup de prémices à prouver, mais mettons que si tu es capable de faire l'URSS de toi, puis tu as un goulag, puis des choses comme ça pour faire de l'application, de cause à effet, je peux imaginer. Mais non, effectivement, tu me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mourir du salaire minimum qui passe je ne sais pas c'est combien au Québec présentement, mais disons, passe de 8 à 9 $. Ben, peut-être. Peut-être que ça a un effet sur l'emploi ou sur la distance qu'une personne a avec l'emploi. Elle conduit plus, fait qu'elle peut avoir des accidents de la route, plus susceptible d'en avoir parce qu'elle s'assure juste d'un côté. Je pensais qu'il y en avait. C'est 14 et 25. J'en ai offert une à Yann, parce que Yann, il est fragile aujourd'hui. J'y ai offert une chance de m'insulter, puis il ne l'a même pas pris. C'est pas le fun, là. C'est 14 et 25 le salaire minimum au Québec. Mais si tu l'augmentais un peu, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient se passer qui mènerait à des décès. Mais tu sais, est-ce que ça serait un truc genre gigantesque ou disproportionné? Non, ça serait probablement trivial pour une augmentation aussi petite. Probablement que l'effet va être plus sur l'emploi, le nombre d'heures, les prix dans les magasins, la qualité du service, la compensation non monétaire que les employés reçoivent. Donc, est-ce que tu as une heure de lunch? Est-ce que tu as une demi-heure de lunch? Est-ce que tu as un uniforme payé ou est-ce qu'il faut que tu achètes l'uniforme? Est-ce que. Etc. Là. Je veux dire, c'est dur de faire du marketing sexy quand tu es économiste. Là, je veux dire, c'est pas sexy, t'es économiste, c'est comme la job la plus plate dans l'univers. C'est un beau plaidoyer, moi, je trouve, quand même. Oh ouais, mais je pense qu'on devrait avoir plus de choses qui sont plates dans les discussions sur la sphère publique. Parce que, à un moment donné, là, quand tu es capable d'exciter les gens avec des trucs économiques, c'est soit que tu réponds à une grosse question de manière convaincante, ce qui est possible, mais ça veut dire que tu as passé ta vie à faire de la recherche sur cette grosse
grosse Ouais. question-là. Je te garantis Mais que la plupart des gens qui écrivent sur ça, ils n'ont pas fait toute leur vie sur une grosse question. Par contre, si tu dis, si tu as de l'attention à l'autre situation, c'est parce que tu as probablement fait un coup de gueule, puis tu as dit quelque chose qui est peut-être juste assez vrai, comme quand on disait bullshit, juste assez vrai pour pas que ça soit faux, mais que tu le sais que tu as coupé les coins ronds, tu sais que tu n'as pas tout dit, tu sais que tu as manqué une pièce d'information ou tu as choisi d'ignorer quelque chose. Un peu comme, en tout cas, pour pas aller avec l'exemple que j'allais y aller avec, mais ça, là, c'est la raison pour laquelle, dans la sphère publique, tu as des gens qui réussissent à percer sur des sujets plates comme l'économie. Soit c'est parce que tu expliques quelque chose d'important ou que tu es un bullshitter fondamental. ouais. Mais tu sais, l'économie, moi, je trouve que c'est pas tant différent que ça, pareil, des autres disciplines ou des autres expertises ou des autres domaines de recherche. Parce qu'en général, là, moi, j'ai remarqué une chose. Quand il y a un débat sur une question, quand tu fais venir un expert crédible, en général, il va te sortir de la position, entre guillemets, hystérique ou clickbait, là, puis il va te ramener dans quelque chose de raisonnable. Tu sais, avec bon, mais ouais, oui, je comprends votre point, mais c'est pas tout à fait ça, parce que bon, telle étude, telle affaire. Puis c'est pour ça, moi, que je me méfie, tu sais, quand les gens disent ouais, mais là, vous le savez pas, là, mais selon les experts, telle affaire. C'est impossible que tu prennes une position modérée puis tu fais intervenir des experts dedans puis ça devient quelque chose de complètement extrémiste ou complètement farfelu. J'ai Non. aucun exemple de ça. En général, les experts amènent de la nuance puis amènent des oui, c'est vrai, mais pas dans le sens que vous pensez. Oui, c'est vrai, mais dans tel paramètre, tel Oui, paramètre. puis non tel seulement ça, paramètre. mais il y a aussi souligné que quand les experts sont d'accord, la discussion se termine vraiment vite, là. Je veux dire, c'est fréquent que tu fais une conversation sur le salaire minimum. En économie, il va y avoir beaucoup de nuances qui se font sur le salaire minimum, mais mettons là, sur le libre-échange. Tu vas avoir une nuance qui va être faite sur l'ajustement n'est pas facile une fois que tu libéralises, mais dans le long terme, c'est bénéfique. Tu vas avoir tout le monde qui est d'accord, puis ça va être la fin de la conversation. Qu'est-ce que tu veux ajouter là? Je veux dire, faut que tu trouves quelqu'un pour avoir une discussion qui va attirer les gens, là, puis qui va avoir comme une sorte de capacité à communiquer avec le public. Il faut que tu invites une personne qui est fondamentalement dans l'erreur. Puis il faut que tu le saches qu'elle est dans l'erreur. Parce que sinon, pareil, faut que tu trouves un dindon, là. Puis c'est pour ça, tu sais, que dans la Viens me faire à perspective. craindre que quand tu disais ça, tu n'avais pas une image de quelqu'un de lyriste dans ta tête. Non, de l'IPA. Ah, OK. Ouais. Ouais, same ça game. peut être. Non, Ouais, ça mais peut être. Fair game, fair game. l'IRIS, c'est un cheval mort, là, à un moment donné. À un moment donné, je me sens presque mal de fesser dessus. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, Mais comment avais-tu vu, t'expliques en ça? fait, t'as-tu vu il y a une couple de semaines, ça avait été drôle, j'ai vraiment été baveux avec eux autres. Ils avaient sorti leur étude sur la gratuité scolaire. Puis ils disaient le coût, c'était 1,2 milliard, soit Ouais. 0,0009% du budget du Québec. De quoi tu parles 0,009%? C'est 1% du budget. Je pense 120 milliards, 1,2 milliard, c'est 1%. Non. Eux, c'était 0,0009%. Pas. Ouais, mais ils disent que c'est 1,2 milliard. Sur un budget du Québec, c'est 120 milliards à peu près. C'est à peu près 1%. Eux, ils disaient que c'était 1/100 de 1%. C'est quoi, ils savent pas compter? Ils ont fait une erreur en quelque part. Ils l'ont mis dans leur communiqué de presse. Puis ils ont sorti ça dans les médias. Puis le journaliste, il me pose la question. J'ai dit, écoutez, je veux juste être sûr. Est-ce que c'est vous qui avez calculé ce chiffre? Je demande ça au journaliste de bonne foi. Je dis, est-ce que c'est vous qui avez calculé ce chiffre-là comme ça? Parce que je pense que vous avez pris un. Je sais pas là. J'ai dit, je pense que vous avez pris un chiffre, puis vous avez oublié les zéros qui allaient à côté. Parce que 1,2 milliard, je ne sais pas exactement c'est combien en pourcentage du budget du Québec. C'est parce que j'ai 1% pile. Comme je te dis, c'est à peu près 120 milliards le budget du Québec. Écoute, moi, dans ma tête, c'est quelque part entre 0,8 puis 0, puis 1 point quelque chose. Genre. Je me disais, ça ne peut pas être plus que cette marge-là. Je ne sais pas c'est quoi exactement le chiffre, mais ça ne peut pas être 1/100 de 1%. Puis là, je regarde, je dis non, je cite directement de l'étude. Puis là, je vais voir, c'est pas dans l'étude, c'est dans le communiqué de presse de l'étude. Puis là, il y a le chiffre. Puis là, ça finit dans l'article du journal Métro. Et là, je trouve une couple de places où l'erreur s'est répétée. Puis je dis au gars, écoutez, j'en ai aucune idée de où est-ce qu'ils ont pris ça, mais je peux vous dire que l'erreur de calcul est d'un facteur de. Puis je ne suis même pas sûr si c'était un facteur de 100 ou un facteur de 1000. OK? C'était soit que c'était trompé par. Que c'était il a pris des millions. Il a quand même pris des millions au lieu des milliards. Genre.
Ouais, ou des milliards au lieu des milliers. Genre quelque chose comme ça. Ouais, C'est c'est la ça. seule manière. T'as annulé des zéros quelque part. Il n'y a pas d'autre explication. Puis, mais tu sais, que la personne, mettons, se trompe dans un truc, ça peut arriver à tout le monde de se tromper, là. Mais qu'avant de publier, ça n'a même pas été vu, c'est ça le bout qui est un peu. c'est exactement ça que je me suis dit. Puis ça m'a comme montré que l'Iris doit être vraiment comme sur le. Il doit vivre sur le strict minimum de budget parce que moi, à l'Institut, là, je veux dire, ça arrive de faire des typos. Là. C'est comme. Je pense pas que j'en aurais fait un aussi grossier que ça. Là. Mais ça arrive des erreurs de frappe en quelque part. Puis des fois, ça peut être juste que le gars au com, c'est pas un économiste. Il essaie d'écrire un chiffre punché dans le communiqué de presse, puis il joue un peu avec le truc de l'étude, puis il l'envoie. OK, erreur se produit. Make sense, tout à fait possible. Mais la réalité, c'est que dans toutes les places que j'ai travaillé, il y a au moins des double checks. Là. Comme par exemple, le communiqué de presse, avant qu'il l'envoie, il me le montre. Je fais une évaluation du communiqué de presse pour voir si le contenu match avec ce que je dis. Là. Donc, la citation qui est dans le communiqué de presse, c'est vraiment quelque chose que moi, je dirais. Fait qu'on fait des correctifs, puis un va-et-vient. Mais tu sais, il y a des garde-fous qu'on établit pour pas qu'une erreur, qui n'était pas une erreur dans l'article en soi, mais que quelque chose ne se produise pas dans toute la chaîne de production, ben, tu as ces check and balances-là. Si tu ne le fais pas, c'est parce que soit vous êtes sloppy, ce qui est tout à fait possible, ou bien vous avez une quantité vraiment limitée de ressources que vous ne pouvez pas le faire. Dans les deux cas, ton cheval est mort, puis je me sens mal de fesser dessus. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que moi, si tu me dis que c'est par ces manques de ressources, moi, je me dis, ben, attends plus longtemps avant de publier ton papier. Là. Mais non, il fallait qu'il sorte pendant l'élection parce que on sait très bien. Écoute, j'ai toujours trouvé ça drôle en passant de la part de l'IRIS. On est un think tank non partisan. La moitié du staff de l'IRIS s'est présenté pour Québec solidaire. Là. On va arrêter de se mentir. Le financement de l'IRIS, c'est financé grâce aux dons des membres individuels et d'organisations désireux d'encourager la mission de l'Institut. Il réalise aussi des mandats de recherche et offre des conférences. L'IRIS ne reçoit pas d'argent de l'État ou d'entreprises privées à but lucratif. Mais ça, c'est. Ça, c'est un peu. Il joue avec les. Moi, parce que les syndicats doivent être en arrière. Là. Ben, il y a ça, mais il y avait aussi dans le temps, quand on avait fait l'étude sur le prix unique du livre, eux nous avaient fait un rebuttal. D'ailleurs, j'avais trouvé ça drôle. Ils disaient non, nous autres, on a calculé l'élasticité aussi. Le fait d'envertir les rabais, ça va juste baisser les ventes de 7%, pas 14%, comme M. Geloso il dit. OK. Dans ma tête, je suis là, ben, félicitations, tu viens. Ou c'était peut-être, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais ils étaient comme, tu sais, des fois, quand tu devrais farmer ta gueule, tu devrais. Ils ont comme appuyé ton point, c'est juste qu'ils ont estiné le chiffre, genre. Non, le meilleur exemple, c'était tu sais, aurais dû farmer ta gueule. D'un exemple, faire le actually, ça t'aide pas. Il n'y a personne qui connaît ça aujourd'hui parce que ça a été aboli, mais la Société générale de financement, qui, je pense, maintenant fait partie de la Caisse de dépôt, où ses activités ont été absorbées dans la Caisse de dépôt. En 2009, Claude Garcia, avec l'Institut économique de Montréal, publie une étude où il regarde les rendements de la SGF depuis genre 1962, quand ça avait été fondé, genre le long terme. C'est catastrophique, je pense que c'est 0.1, 0.2. Non, c'était négatif, là. C'était négatif. C'était pas ajusté pour l'inflation, c'était rien, là. C'était pas, tu sais, après ajusté pour l'inflation ou comparé. C'était comme moins 1% que les bons du Trésor. C'était moins 1%, period. Là, le gars de la SGF, il sort. Puis il dit, c'est pas vrai, ce chiffre-là n'est pas du tout vrai. Le chiffre est en fait de moins 0,3%. Donc, shut up! Shut up! Man, tu devrais faire gros minimum. Puis là, je suis vraiment généreux en disant ça. Tu devrais faire au moins 0. 5. Là. Non, au moins 5. Non, au moins 5%. Pour que tu fasses le rectificatif dans les médias, tu devrais au moins dire 0. Parce que là, tu peux comme t'enfuir avec un petit peu de bullshit. Parce que là, tu peux dire, on n'a rien perdu. Puis là, le journaliste moyen, probablement qui ne comprend pas qu'un rendement de 0, c'est comme. Puis là, tu fais. Au pire, il peut bullshiter. Minimalement, il faut que tu fasses le rendement de tes obligations. Non, mais ils peuvent bullshiter un peu puis dire. Mais tu sais, c'est parce qu'on visait des activités qu'il n'y avait pas juste le rendement économique qui compte. Ah ouais? Puis là, tu sais, tu peux faire une. Non, je ne suis pas en train de dire que je crois à ça, mais
À partir de 0, tu peux bullshiter un petit peu mieux. Il faut que tu fasses le taux sans risque minimum. Tu peux pas faire le taux sans risque. Je suis d'accord avec toi, mais moi, ce que je dis, c'est que fais juste de la perspective PR. Si tu veux bullshiter, il faut au moins que pour faire ton actually, il faut que tu te rendes à 0. Si tu n'es pas capable de te rendre à 0, fais juste rien rajouter à la conversation. Parce que tu peux pas. Il n'y a aucune justification que tu peux faire. Tu es comme. Autant dire au gars qui a raison, je veux dire. Tu tirais dans le pied, mais l'IRS avait fait la même chose. Puis j'ai toujours trouvé ça drôle qu'après ça, ils disent qu'ils sont indépendants. Leur but, c'est de mousser vraiment un groupe de la sphère politique québécoise. Tu me dis que tu n'es pas financé par l'État. Non, mais attends un peu. Tu me dis que tu n'es pas financé par l'État et tu n'es pas financé par le capital d'entreprises privées à but lucratif. OK, t'as peu. Tu es financé par quelqu'un à but non lucratif. Qu'est-ce qui est financé à but non lucratif, tu penses? Les syndicats. Mais oui. Vous prenez des caves ou quoi? Non, mais... moi, je vois ça puis je vois le gros logo de la CSN en arrière. Là. Je sais même pas si ça finance pas. Là, mais quand tu me dis une phrase comme ça, moi, dans ma tête, ça fait CSN, FTQ, CSQ. Oui, mais tu sais, la chose qui est comique à souligner, c'est que eux, la moitié de leur staff s'est déjà présenté pour QS. Mais tu regardes le staff de l'IADM, si je ne me trompe pas, tu as des gens qui se sont présentés au PQ, tu as des gens qui se sont présentés au PLQ, tu as des gens qui se sont présentés au PCC, des gens qui se sont présentés au PCQ, puis à la CAQ. Fait qu'à l'exception de l'extrême gauche, l'Institut économique de Montréal a comme peuplé tout à partir du centre-gauche jusqu'à la droite conservatrice. Je veux dire, ça te montre que le think tank a peut-être une idéologie qui est cohérente, c'est-à-dire plus de marché, faut que tu crées la richesse avant de la redistribuer, puis tu peux être, tu sais, il y avait Marcel Boyer qui appelait ça social-démocrate concurrentiel. Il était à l'Institut économique de Montréal. En fait, il est encore à l'Institut économique de Montréal. Là, il se dit social-démocrate concurrentiel. Fait que lui, ce qu'il veut, aux États-Unis, il y a un nom pour ça, c'est supply-side liberals. Qui croient que tu devrais avoir un État-providence relativement riche, mais que tu ne devrais pas avoir beaucoup de réglementation, tu devrais être super pro-libre-échange, tu devrais avoir comme vraiment peu de taxation sur les entreprises, puis vraiment beaucoup de taxation sur les biens à consommation. Tu sais, genre, fine, tu veux y aller avec ça? Go for it, man. Je suis vraiment confortable avec ce discours-là. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je préfère ça à ce qu'on a présentement. À la limite, c'est une amélioration marginale, pas super importante, mais ça, tu sais, tu as ça, puis tu as moi qui dis, ben écoute, tu peux slacker tout, puis tu peux te chapper partout, puis l'État peut être coupé de moitié, puis je pense qu'on serait plus riche de beaucoup si on faisait ça, puis tu as tout ce monde-là qui vivent ensemble, juste qu'ils ont plus ou moins un accord sur la direction de la chose, puis ça fait qu'ils peuplent à peu près tous les chiquiers politiques, sauf un extrême, ben ça devrait t'en dire un petit peu sur lequel, soit qui ratisse plus large ou qui est le moins partisan des deux. QS, je veux dire, moitié de leurs candidats étaient des chercheurs. Moitié de leurs chercheurs étaient des candidats pour QS. Mais après ça me dit, on était... C'est-tu eux autres, les experts indépendants qui ont vérifié le cadre financier? Parce qu'ils disaient ça, mais ouais, notre cadre financier, il y a 8 économistes indépendants qui l'ont validé. Je sais pas. D'ailleurs, l'affaire des cadres financiers, là, le Cyrano avec lequel je suis associé, ils ont essayé de faire un panel sur ça, puis il y avait vraiment beaucoup de nuances qui se faisaient. Puis le point auquel je suis arrivé, c'est que tu ne peux pas le faire de manière crédible parce que il y a plusieurs modélisations budgétaires que tu fais. La première, c'est qu'il faut que tu peux prédire que... Okay, si à la base, tu n'as pas accès aux fichiers que le ministère des Finances a utilisés. Première des choses. Tu n'as pas besoin de ça. Non, mais ce que je veux dire, Vincent, là, c'est que, à un moment donné, les entités politiques, là, ils ont des ressources quand même limitées. Là. Quand tu arrives pour faire un budget, le gouvernement du Québec veut faire un budget, c'est un document de 500 quelques pages. Puis, il y a plus qu'une personne au ministère des Finances qui travaille là-dessus. By the way, tu n'as pas nécessairement besoin du gouvernement, du parti politique pour faire ça. Là. Le gouvernement du Québec, comme tel, est capable de produire son budget tout seul. Là. C'est juste que le politique vient mettre de la couleur là-dedans. Mais toutes les projections qui sont faites, tout ça, c'est des modèles économiques qui ont été construits sur des décennies de temps. Il y a un background de base de données en arrière de ça qui est quand même gigantesque. Là, les partis politiques, eux autres, quand ils arrivent en campagne électorale, ils prennent
prennent un genre de document qui est produit par le ministère des Finances, puis ils partent avec ça. Puis là, eux autres, ils disent, nos promesses, on va tweaker des choses comme ça. Mais ils n'ont pas nécessairement accès au modèle. Là. Ils font ça. Ben, nous autres, on pense que ce type de promesse-là va avoir tel impact sur le PIB à long terme, puis éventuellement, ça va coûter tant par année, fait que notre budget va rester équilibré. Mais je veux dire, it's all bullshit, là. It's all bullshit pour tous les partis politiques. Parce qu'ils n'ont pas accès réellement aux outils que le ministère des Finances prend pour faire ces modélisations-là. Écoute, le problème de ces modèles-là, là, c'est que là, je ne veux vraiment pas le dire mathématiquement, mais je vais y aller le plus simple possible, c'est que ça repose sur une set d'hypothèses que quand tu fais l'évaluation d'un nouveau programme ou de l'élimination d'un programme, ça doit être un changement qui est relativement petit dans l'ensemble budgétaire. Parce que ce que tu veux, c'est que les autres paramètres qui rentrent dedans, tu peux toujours dire qu'ils sont exogènes, qu'ils ne sont pas affectés Toute par chose le étant changement. égale par ailleurs, la fameuse phrase. Exactement. Toute chose étant égale par ailleurs. Pour ceux qui veulent avoir du fun mathématiquement, ça, c'est lié au théorème de l'enveloppe. Okay? C'est un concept mathématique en calcul différentiel. Mais ça implique que c'est des changements. Là. Tu fais déjà ton meilleur, là, mais si tu changes un petit peu autour du meilleur, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Okay? Mais l'affaire, c'est que si tu fais des gros changements à ce système-là, ce théorème-là n'est plus. La validité de l'hypothèse derrière commence à s'effriter un petit peu. Fait que là, ce qui fait en sorte que si on revient à l'élection qu'on vient de finir, des partis politiques comme le Parti conservateur et Québec solidaire qui proposaient des changements énormes à la machine, eux autres, on peut vraiment, dans les deux cas, prendre, même s'ils ont été honnêtes dans la projection qu'ils faisaient, on peut prendre le cadre financier et les sacres au vidange. Parce qu'il y a trop de choses qui sont privatisées avec les conservateurs pour dire que le toute chose étant égale par ailleurs s'applique. Puis Québec solidaire, je veux dire, ils nationalisent tout, sacrément. Je veux dire, les projections économiques, ça vaut rien. Je ne me souviens pas du chiffre que Duhem avait avancé pour les conservateurs, mais je pense que le chiffre que j'ai en tête, c'est comme plusieurs dizaines de milliards de coupes. Pas de croissance moins vite des dépenses que. Non, c'est des coupes. Là. C'était des coupes en termes absolus. Puis ça arrivait, je pense, le chiffre que j'ai en tête, c'est comme 5% du PIB. Une coupe de 5% du PIB des dépenses publiques. Là, ça a un impact. Ça a un impact. Surtout si tu venais, je pense qu'il faisait une coupe de 3 ou 4% de tous les impôts combinés relativement au PIB. C'est une contraction de l'État relativement. Là, c'est ce 3 puis ce 5%-là. Là, quand l'État fait 25% de l'économie, couper les dépenses de 5%, au final, là, tu vas amener l'État tu vas peut-être le réduire d'un dixième de son poids. Il aurait fallu inviter Adrien pour qu'il nous l'explique. Comment il avait arrivé à ce côté. Mais Québec solidaire, de l'autre côté, eux autres, ils nationalisaient comme, je sais pas, 15 secteurs économiques. Ah oui, je pense que ça a un impact. Là. Ouais, mais moi, je trouve que l'intérêt. Mais ça affecte. C'est quoi ton taux de croissance dans ce cas-là? C'est quoi? Puis non, c'est quoi ton taux de croissance? Mais c'est quel type de revenus qui augmente? Parce que c'est pas tous les revenus qui vont augmenter de la même manière. Si je libéralise, mettons, le marché du capital, c'est les revenus du capital qui vont augmenter. À quel pourcentage on taxe le capital au Québec versus le travail? C'est pas tous les revenus que l'État va collecter. Fait que, quand tu dis ton projet fiscal, plus tu fais des gros changements, quand tu fais ton cadre budgétaire, plus tes projections vont être hyper questionnables. Seulement si tu te promets de faire absolument rien. Puis l'exemple classique de ça, là, ça a été pour moi un des moments préférés. Dans les années 80, quand Thatcher fait une grosse réforme en 81 ou 82, il y a 364 économistes britanniques qui écrivent, puis il y a plusieurs Nobel dans la liste maintenant. Dans le temps, ils n'étaient pas encore Nobel, mais ils ont tous dit ils ont écrit qu'il faut que tu te tournes de bord, ça ne marchera pas, ça va échouer ta réforme. Finalement, ça a très bien marché. Puis à un moment donné, en chambre, ça c'est la partie drôle, Thatcher se fait dire par le chef de l'opposition Name me two economists who agree with you, pendant nomme 2. Puis elle sort de la chambre, elle dit Thank God they didn't ask for a third one. Mais les deux qui la baquaient ont eu vraiment raison. Le budget de 1982 était tellement radical qu'il y a eu un effet sur plusieurs hypothèses que les 360. C'est pas qu'ils étaient de mauvaise foi, c'était qu'ils opéraient dans l'ancien framework avec des hypothèses. Puis là, quand tu fais un choc de même, tu peux changer les attentes des joueurs, tu peux changer les projections que tu te fais dans l'avenir, tu peux changer plusieurs types de comportements, puis tu peux avoir plusieurs tipping points qui sont touchés en même temps. Tu as plusieurs trucs qui peuvent bouger. Quand tu fais des trucs radicaux, puis là, finalement, les deux contre 364. D'ailleurs, le gars qui a un des deux, il est absolument... C'est un badass. Patrick Minford.
le plus badass de toutes les macros britanniques. Il n'arrête pas de dire j'ai eu raison. Macroéconomiste en passant, pas macro, il est genre. toujours là. As usual, I have been correct about my assumptions. Il est toujours en train de dire. Il commence de même. Il dit. Lui, il serait bien chum avec Jonathan Hamel, je pense. Hein? Ouais, mais tu sais, il faut que tu imagines Jonathan Hamel version British. Ouais, Jonathan Hamel avec un chapeau de forme, un monocle. En tout cas, ça, c'est l'exemple. Ça, c'est l'exemple classique de je pense que. Mais pour l'affaire, moi, c'est que. Budgétaire, je les pitch aux poubelles comme étant. Ben, oui, mais moi, ce que je trouve. Je peux rien dire. Ben, en fait, ils sont pas pitchés aux poubelles. Je voulais juste dire de quoi, Yann, c'est que moi, je trouve que la pertinence de ça, c'est que ça montre qui est sloppy dans ses affaires. Puis là, je te donne un exemple. Carlos Leitao du Parti libéral. Qui sort le cadre financier. Et là, finalement, j'ai comme oublié 16 milliards dans mon calcul. Puis là, il dit, les autres, ils ont l'air fous, là. On a été trop vite. Même chose avec QS puis sa calculatrice fiscale, que finalement, il oubliait le 3/4 des données. Puis, Mais QS, Francis Veil, si je ne me trompe pas, je pense que c'est lui, avait dit de toute l'analyse des cadres financiers, c'était QS qui avait été le plus rigoureux. Moi, le profond malaise que j'avais eu... cette journée, OK. Le profond malaise que j'avais eu à ce moment-là avec ça, c'est de dire, OK, man, ils ont peut-être respecté l'ensemble des règles comptables à la perfection, puis ils ont été meilleurs dans les règles comptables. Mais il y a tellement de changements fondamentaux à l'économie sous Québec solidaire, dont principalement la taxation des riches, qui dans leur programme générait 2,7 milliards de revenus. C'est quand même pas rien. Là. Ben, moi, ma prémisse, c'est de dire, ce 2,7 milliards-là, vous le verrez jamais, les amis. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Ce bout-là, ça n'arrivera pas. Ils allaient en voir peut-être la moitié ou le quart. Même si tu as respecté les règles comptables quand tu l'as fait, d'un point de vue les économique... sont fausses. Là. Mais oui, d'un point de vue économique, ton changement est trop majeur pour simplement reporter les hypothèses de croissance économique qui étaient au préalable établies. Fait que c'est sûr, si tu es le Parti libéral, la CAQ puis le PQ, puis tu ne proposes pas nécessairement de modification en profondeur du système, je pense que tu peux faire un cadre financier qui risque d'être un peu crédible. Là, Leitao, lui, c'est qui a fait l'échec qu'il y a eu, c'est au niveau comptable. Il n'a même pas respecté les règles comptables. Il a échappé des milliards. Je veux dire, là, ils ont eu l'air vraiment amateurs. Là, mais moi, je suis content que l'exercice existe pour ça. Parce que moi, ce que ça me dit, c'est si on fait ça pour ça, le reste de la documentation, le reste des propositions qu'ils font, ça doit être aussi napikinien que ce truc-là. C'est-à-dire que ça a été fait un peu sloppy. Puis, tu sais, QS, bon, tu avais le cadre financier, mais tu avais aussi les espèces de calculatrices où tu rentrais genre je gagne combien. Qui ont annoncé à tout le monde en parle carrément. Qui ont annoncé à tout le monde en parle et finalement Radio-Canada a quand même fait un bon dossier dessus. Ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de variables. En fait, s'ils faisaient les vrais calculs selon ce qu'eux disaient, les chiffres n'étaient pas bons. Là. La fiscalité est tellement complexe au Québec que d'essayer de faire une calculatrice simple sur un site web, je ne me serais même pas essayé à ça. Savez-vous pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée? Il n'y en a pas présentement de calculatrice accessible sur le web développée par un cabinet de services financiers, par exemple, quelque chose de même. Parce que la fiscalité... Il y a tellement d'investissement dedans que tu veux te garder comme un outil pour tes clients puis le faire payer. Ah, même pas. Même pas. Écoute, j'ai déjà pensé un jour peut-être d'en développer un outil comme ça. Puis juste à essayer de tenir en compte tout, tu te rends compte que finalement, il y a juste une manière d'arriver à tes fins. C'est d'avoir les vrais chiffres avec un vrai logiciel fiscal puis faire des simulations dans le logiciel fiscal personnalisé pour la personne. Parce que c'est trop complexe. Il y a trop de parce que Yann, il avait mis, mettons, eux autres, ils mettaient dans leur truc des exemptions pour la TVQ sur des biens essentiels. Je dis pas que c'est le mauvais. 200 systèmes à peu près, chose de même. Ouais, c'est ça. Sauf que comment tu fais pour calculer ça à une personne en sachant pas ce qu'il consomme? Ben là, ils ont mis genre une moyenne de 550$, ils ont mis ça dedans. Non, mais ça juste pour rire de pas compte du revenu. Juste pour rire de ça là-dessus. Ça veut dire que, parce que quand tu changes le prix de quelque chose, tu changes la consommation de tout. Parce que ce que je veux faire, c'est que moi, si je vois le prix de quelque chose puis j'ai le même revenu qu'avant, il a baissé, je vais réallouer certaines de mes dépenses vers ce bien-là. Fait que toutes mes dépenses sur les autres choses vont avoir changé. Ben oui. Quand je fais ce comportement-là, tu as 3 types d'élasticité qui sont en jeu. L'élasticité de mon revenu face à de la demande de mon bien face à mon revenu, l'élasticité de ma demande face au prix de ça, puis l'élasticité croisée entre ce bien-là et le prix de tous les autres biens. Mais là, tu es en train de me dire que dans leur planification budgétaire, ils ont été capables de considérer le cross-elasticity de tous ces 1200 biens-là relativement à
toutes les Ben non. autres dans l'économie qui sont capables d'avoir une hypothèse sur comment les gens vont changer leur pattern de consommation, de Mais non. biens taxés Ben non. vers des biens Mais non, mais détaxés. eux Tu prennent peux pas pour faire acquis ça. que la réalité, eux prennent pour acquis que la C'est pour ça que je réalité est crois pas ces statique. affaires-là. Ils changent des choses, mais ton comportement ne se modifiera pas, la réalité ne se modifiera pas, mais la réalité, c'est que tu prends des trucs bien simples, tu les modifies un peu, puis les gens changent leur comportement aussitôt. On en a assez parlé, là, pas besoin de revenir à l'histoire des fenêtres en Angleterre ou ce genre de trucs-là. Là. C'est des exemples qui parlent à tout le monde. Là. Tu le vois. Là. Donc, évidemment que si demain matin, tu fais une sélection de biens, que tu enlèves les taxes dessus, ben, tu ne peux pas espérer que les gens vont juste acheter la même chose qu'avant, mais ne paieront tout simplement pas de taxes dessus. Ben non. Il y a des gens qui vont modifier leur consommation relativement à ces trucs-là. Là. Si demain matin, il n'y a plus de taxes sur les vêtements, ben, tu ne peux pas présumer que les gens n'achèteront pas plus de vêtements ou moins de vêtements. Là. Je veux dire, tu peux pas. Si tu présumes qu'il n'y a rien qui va changer, tu as des certitudes que moi, je n'ai pas, en tout cas. Quand tu arrives, tu dis que tu vas créer Pharma Québec, par exemple, pour fabriquer nos médicaments chez nous, nous-mêmes. Je veux dire, c'est quoi l'impact réel dans ton budget de cette affaire-là? Tu vas avoir des nouveaux emplois d'une certaine façon. Puis là, je sais pas, il y a des gens qui travaillent chez GSK. Est-ce que GSK va rester au Québec dans un contexte que tu nationalises carrément leur propre business? Ah ouais. Fait que là, est-ce qu'il y a une perte d'emploi chez GSK? Oui, les gens, les pharmaceutiques font ce qu'ils font de manière purement de charité. Là. La recherche pharmaceutique, là, les milliards qui sont investis pour des nouveaux médicaments novateurs, purement de la charité. Oh oui, ben non, c'est carrément ça. Mais un des meilleurs exemples de ça, c'est quand il y a eu le débat sur la légalisation du pot au fédéral. Là. Je me souviens plus du nom du ministre à ce moment-là, là, mais il nous avait sorti une espèce de tableau sur les milliards et les milliards qu'il allait avoir en redevance à cause de ces trucs-là. Puis ça allait tellement rentrer d'argent dans un coffre de l'État. Cette nouvelle affaire-là, on allait créer de la croissance, ça allait servir à payer des programmes pour lutter contre la toxicomanie. Mais veux-tu savoir ce qui s'est passé? C'est que je suis sûr qu'ils ont fait les dépenses, même si les revenus ne sont pas rentrés. C'est sûr que oui. Je suis vraiment sûr que si on check, c'est ça qui se passe. Puis, tu sais, ils prévoyaient des revenus reliés à ça. Il y aura un travail de recherche à faire là-dessus, aller voir ce qu'on a dit, puis ce qui est la réalité. Moi, je suis sûr qu'on est à des années-lumière. Tu sais, puis les gars, moi j'ai jamais touché à ces bébelles-là, fait que je savais pas trop comment ça marchait. Puis j'en ai jasé récemment avec des amis. Ils me disaient qu'en Ontario, tu as le droit d'avoir 4 plans, par exemple, chez vous. Au Québec, tu n'as pas le droit. Bon, déjà là, il y a une différence entre les deux provinces. Mais mettons qu'on s'en va en Ontario et tu as le droit d'avoir 4 plans. Ils ont-ils étatisé ça, eux autres? Je pense pas qu'ils aient étatisé. En fait, c'est que dans les autres provinces, tu n'as pas de limite. Ici, tu as une limite. Tu n'as pas le droit d'avoir 4. Tu n'as pas le droit d'avoir 4 plans au Québec. Non, tu as le droit d'avoir des plans au Québec. Je ne sais pas combien, mais tu as le droit d'avoir des plans. Ils ont limité le nombre. Écoute, en tout cas, les gars me disaient... En tout cas, ça a peut-être changé, là, mais c'était ça la discussion au départ. Puis, ouais, je sais, mais le Québec, à mon avis, on n'a pas le droit de faire rien pousser chez nous. Ah oui, puis Legault... Ah oui, mais ça c'est vrai, tu as raison. Ça, c'était du temps des libéraux. Et une des affaires que la CAQ a faites, c'est monter ça à 21 ans puis interdire les plans, je pense. Exactement. Et tu parles d'une bonne idée, là. Exactement. Mais tu sais, dans un contexte ontarien, mettons, t'arrives, puis nous autres, on a nationalisé. Parce que ce qui a amené l'interdiction des 4 plans à maison, je ne crois absolument pas que c'est les affaires de mœurs. Je pense que c'est vraiment plus que nous autres, on voulait avoir une société d'État. Je pense pas que c'est une société d'État en Ontario, je n'ai pas checké. Non, je pense que c'est familier pour savoir, pour vrai, moi non plus. Ouais, mais mettons, t'arrives, t'es au Québec, puis tu permets d'avoir 4 plans, puis tu permets d'en acheter dans SQDC, qui est un monopole étatique. Sérieusement, c'est quoi vous pensez qui va arriver? Attention, les amis, je vous partage les milliards en redevances à l'écran. Vous allez voir, vous allez capoter. Avec ça, on va enfin donner un bain à grand-papa. Des profits de 11,6 milliards à la 11,6 millions, excuse, pas faire pas les risques. Juste pour dire, c'est 1,30$ par Québécois, mettons, à peu près. Combien de Québécois il y a? 8 points quelques. 8 points quelques, fait que, mettons, 1,20 quelques. Puis les employés n'arrêtent pas de dire qu'ils sont sous-payés puis qu'ils veulent renégocier leur convention collective sans arrêt. Là. Non, mais avec ce 1$ extra par capita, on va pouvoir en faire des choses. En 1922.
Au moins, l'État ne se prive pas de revenus. Hein? Non. L'État. Mais ça, d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça drôle. Anyways, non, j'embarque pas dans cette affaire-là. Je vais manquer de générosité. Là. Je suis déjà en manque de générosité dans ma tête face aux politiciens cette semaine. On va contenir le niveau. Ah, mais c'est particulier, ces affaires-là de prévision. Mais c'est ça, moi, je persiste dans mon affaire. Je trouve ça intéressant qu'ils fassent ces Et trucs-là. l'Ontario, c'est le site web de la Société ontarienne du cannabis. Fait qu'ils ont l'air d'avoir la société d'État ou dans un magasin de détail privé autorisé. Ça a l'air d'avoir de quoi. Ça serait tellement plus simple si on disait « Hey, j'ai du pot. Hey, je veux du pot. Bonjour. » Je m'en tiens à ça. On peut parler maintenant, parce que là, on s'était pitché un sujet, là, puisqu'on parle de chiffres et de projections que l'État nous fait. L'affaire que j'ai envoyé hier de The Economist, l'éclairage. Ouais, c'était cool, ça. Ouais, ben ça, j'ai vraiment aimé. Cet article-là, ça fait comme 3 ans qu'il circule parmi les économistes, puis il a été finalement accepté il y a comme pas longtemps. Mais en gros, ce que le gars il fait dans cet article-là, c'est l'idée, c'est que dans les sociétés démocratiques libres, les dirigeants ne vont pas mentir tant que ça. Ils vont mentir un petit peu, mais ils ne vont pas mentir beaucoup sur le PIB actuellement. Le graphique est cool. Là. Le graphique est vraiment beau. Il faut vraiment le montrer. Puis il faudrait que tu le montes un petit peu parce que les gens vont voir nos 3 crises de grosses faces. Puis la mienne est particulièrement grosse et laide. Là. Il y a vraiment beaucoup de magasins en Ontario qui en vendent. Check ça. OK. Fait que ce graphique-là, moi, je le trouve vraiment beau. Il ne faut pas se mentir. Super bon résumé. Mais en gros, c'est que le plus à gauche, là, pour les gens qui ne voient pas, qui n'ont pas l'image, je vais décrire. Tu regardes, c'est quoi parce que la mesure la plus idéale qui corrèle vraiment bien avec le revenu par personne, c'est l'intensité de lumière pendant la nuit. Donc, en gros, si tu es un pays... ça, pareil. Hein? Ben, c'est une information qui ne ment pas. Parce que le satellite voit la lumière. Puis si tu regardes la Corée du Sud puis la Corée du Nord... Ah oui, la Corée du Nord, tout le monde a vu ces images-là où tu ne vois que Pyongyang. Là. Ah oui. Puis tu as l'impression qu'en fait, il n'y a pas le courant nulle part ailleurs. Là. Mais le pire, c'est que quand tu fais le ratio de l'intensité de la lumière sur l'espace de densité du pays, donc le square... C'est quoi en français? Des pieds carrés, le kilomètre carré. Le kilomètre carré, la superficie du pays. Merci, ça m'a pris du temps. La superficie de la Corée du Sud, puis tu fais la même chose pour la Corée du Nord, puis tu divises la lumière par la superficie. Tu arrives que c'est à peu près le même ratio, no joke, que le ratio de revenus par tête de pipe. Il faut que je le partage juste pour les gens là, qui ne l'ont peut-être jamais vu. Là. Mais c'est juste magique, là, cette image-là. C'est ça. Aïe, aïe. Là, c'est littéralement à peu près le même ratio de densité. Ça n'a aucun sens. Là. La Corée du Nord est à peu près... Le petit point qu'on voit, c'est Pyongyang. C'est comme à peu près 22 fois moins riche que la Corée du Sud. Ouais. Fait que, il y a une petite différence. Mais en gros, les gars, ce qu'ils ont fait dans leur étude, c'est qu'ils ont dit, OK, les données qui sont vraies, c'est les données sur la lumière pendant la nuit. Puis on va voir à quel point ça prédit bien le vrai PIB, puis on va comparer le vrai PIB avec la prédiction par type de pays. Dans les pays politiquement et économiquement libres, donc genre Canada, il n'y a pas une grosse erreur de prédiction. En fait, tu prends tous les pays, l'erreur de prédiction est à peu près de 0. Tu as des pays qui surestiment, tu as des pays qui sous-estiment, honnête, puis c'est toutes des petites différences, ça arrive à 0. Tu vas vers les pays moins libres, puis vraiment moins libres. C'est ça les catégories. Là, tu vas mettre le graphique de tantôt. Il y a vraiment des grosses erreurs gigantesques. Au final, tu surestimes, par exemple, je pense que l'idée, c'est que tu surestimes la croissance en Chine par à peu près les 2/3. La vraie croissance en Chine est 2/3. Ils ne font pas 7% par année, tu penses, les Chinois? Non. Puis les chiffres sont vraiment distorsionnés. Puis en fait, il y a d'autres études, pas de ce gars-là, pas de celle que Frank a mis, mais qui ont regardé, par exemple, au niveau local, parce que dans les provinces en Chine, tu as des situations dans lesquelles les fonctionnaires sont récompensés s'ils atteignent des cibles de croissance économique. Hey, les erreurs sont toutes du même bord. Hein?
Oh, il n'y a personne qui sous-estime. Hein? Dans les pays libres, tu as des erreurs négatives, des erreurs positives. Dans les pays pas libres, toutes les erreurs, c'est ben oui, regarde, ma dictature est super. J'ai réussi à faire marcher les. En fait, pense à juste la joke. Tout le monde qui a rencontré un Italien, Mussolini faisait marcher les trains à temps. Ben oui, le dictateur, il veut avoir quelque chose à montrer. Je faisais marcher les trains à temps. Regarde, mon PIB croît vraiment beaucoup. Mais Ouais. parce que ta survie politique dépend de l'information que tu donnes, puis tu contrôles cette information-là, pourquoi tu donnerais l'information exacte? Mais ça prend un temps avant que cette chose-là soit connue quand même, ou en tout cas connue de tous, là, parce que je me souviens d'avoir lu quelques bouquins. Là, Vincent, c'est sûr que tu le sais, c'est qui, là, mais Walter Rostow, qui était, dans le fond, qui était il était comment on dit ça, un conseiller, dans le fond, de John F. Kennedy, puis après ça, je pense, de Lyndon B. Johnson. Là. Et lui, il écrit un bouquin qui s'appelle The Stage of Economic Growth. Puis dedans, il parle de comment, pendant un temps aux États-Unis, les gens regardaient la croissance officielle de l'URSS, puis étaient comme, mais comment ils font pour avoir genre 8% de croissance par année? Et là, il expliquait là-dedans que, il expliquait là-dedans que quand tu regardais dans le détail, en fait, c'était juste dans quelques secteurs, genre ils mettaient tout le cash, mettons, dans les trucs pour envoyer des satellites, ou puis c'est même frappant quand tu vas voir, mettons, certaines villes qui ont été configurées vraiment à l'époque où l'URSS créait des villes pour faire des paravents. Puis tu arrives dans un village où tout le monde est paumé, mais il y a une piscine olympique en plein milieu du village. Puis ça servait genre à impressionner les gens de l'extérieur qui venaient visiter l'URSS. Comme en Corée du Nord, là, la grosse tour que tu vois à Pyongyang, là, qu'en réalité est un hôtel vide, il n'y a rien dedans. Ouais, c'est ça. Écoute, mon préféré, puis ça, je m'en sers avec mes étudiants pour leur dire, tu sais, des chiffres, il faut vraiment que tu comprennes avant de regarder des chiffres, il faut que tu comprennes la théorie économique derrière. Parce que des chiffres ne sont qu'utiles que si tu sais théoriquement ce qu'ils sont supposés te dire, puis qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas te dire. Mais mon exemple préféré de ça, c'est le textbook le plus utilisé pendant 60 ans en économie, c'était Paul Samuelson's Principles of Economics. C'était le livre. En fait, Paul Samuelson, pendant un petit bout, il pognait les étudiants à la première année de bac. Puis son textbook, c'était aussi le premier textbook en première année de doctorat. Fait qu'il pognait de toutes les barres. Fait qu'il était pogné avec ses affaires à lui. Mais dans celui de bac, celui de doc, il est absolument pénible. J'en ai une copie, puis ça me fait mal aux yeux chaque fois que je suis dedans. Là, c'est lourd. Mais celui de bac, il y a un graphique dedans où est-ce qu'il montre quand l'URSS va surpasser les États-Unis économiquement. Dans la première édition, en 1948, je pense qu'il disait qu'en 1961, l'URSS aurait dépassé les États-Unis. Là, dans l'édition de 1961, il disait que les États-Unis... Il n'a pas changé de discours. Non, il changeait la date. Aïe, man. Donc, le graphique disait que ça allait prendre un autre 23 ans pour dépasser les États-Unis. L'édition de 1964, ça allait prendre 20 ans pour dépasser. 67, ça allait prendre 10 ans. Après ça, c'était 18 en 1970. En 73, c'était 17. En 76, c'était 16. Là, j'ai le graphique devant moi. Puis en 1980, c'était 22. Fait que là... Le truc de Rostow, là, en fait, c'est presque une réponse à ça, parce que ça a été publié en 1960. Puis le sous-titre du livre, c'est A Non-Communist Manifesto. Ouais. Donc, c'est clairement en lien avec ça. Walt Rostow, il y avait bien des affaires que les économistes n'aiment pas parce qu'il disait qu'il y a comme des époques où est-ce qu'il y a des mentalités, puis il y avait comme... Ouais, c'est ça. C'est pas exactement des mentalités, mais tu as comme des périodes pré-industrielles, des périodes industrielles, tu as le take-off. Là, ce qui se passe, c'est que quand tu as un take-off, tu as une accélération. Mais en réalité, on est pas mal conscient maintenant parce qu'on mesure super bien. Puis Rostow avait un des premiers à mesurer, mais il n'y avait pas une tonne de données. Mais comme on a pu commencer à mesurer, ce qu'on a réalisé, c'est que la croissance économique, en fait, pas la croissance économique. Le niveau de revenu qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas produit par une accélération gigantesque. Ça s'est produit par un nivellement des variations. C'est-à-dire que tu as moins de récession. Puis tu le regardes depuis, disons, depuis le pays qu'on a le plus de données de long terme, c'est la Grande-Bretagne puis les États-Unis. Pour les deux, ce qu'on voit, c'est que il y a moins de temps qui se produit entre les creux.
OK? Donc, les creux sont plus distanciés. Donc, tu as plus de périodes d'expansion. Tu as moins de récession. Donc, tu as de récession, au lieu d'arriver aux 4, 5, 6 ans, arrive maintenant aux 7, 8, 10. Mais que les creux sont aussi beaucoup moins creux, puis que les reprises sont beaucoup plus rapides. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas une grande montagne de croissance économique où on passe de croître à 1% par année à 8, 9, 10. C'est qu'on passe de 1, moins 3, 3, moins 1, d'à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,9, 1, 1, 1. C'est beaucoup mieux ça que, puis il y a une loi en statistique, que c'est mieux d'avoir un taux un petit peu plus bas qui est stable qu'un taux un petit peu plus élevé mais qui a plus de variance parce que tu as l'intérêt composé qui joue dedans. Ça, c'est le continuous hill of growth. Si vous voulez comprendre ce qu'il vient de dire, bien simple, là. Vous avez 100 000 $. Le lendemain, vous en avez 50 000. Combien vous avez perdu d'argent? 50 %. Tu as fait moins 50 %. Pour revenir à 100 000, combien il faut que tu fasses? 50 % de plus? Ben non. 100 % de plus. On va faire 100 % de plus. Pour revenir à 100 000, c'est 50 000 de plus que 50 000. Donc, on double 100 %. Puis ça, c'est le bout que, tu sais, des fois, les gens, ils l'oublient, là, mais si tu es en finance puis tu fais moins 2 plus 2 % le lendemain, est-ce que tu es revenu où ce que tu étais? Non, il t'en manque. Il t'en manque une petite fraction. Puis ça, on le voit beaucoup en finance parce qu'il y a des hedge funds, par exemple, qui vont, des hedge funds ou des FNB, qui vont tripler les variations du Nasdaq, par exemple. TQQQ ou SQQQ, par exemple. C'est des fonds négociés en bourse qui vont faire ça. Bien, ces fonds-là, généralement, quand tu les détiens à très, 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 très long terme, de par ce principe-là, qui font à peu près x3 sur toutes les variations, c'est pas un fonds que tu veux détenir à long terme. Parce que toutes les fois, tu vas avoir un négatif violent, un moins 10 %, tu vas te taper un moins 30 éventuellement. Ben, ça va prendre de quoi de solide pour ressortir du trou dans le futur. Fait que c'est le genre de fonds très spéculatifs qui sont généralement détenus, qui ne devraient pas être détenus dans ma tête par les gens, mais bon, il y a des gens qui s'amusent avec, là. Ils devraient être détenus sur une courte période de temps, parce que sur une longue période de temps, c'est pas quelque chose qui est intelligent à avoir dans ces portefeuilles, généralement. Oui, mais il y a aussi des fois la question, c'est ça, en fait, j'allais dire quelque chose d'un peu différent, mais ça allait être subsumé par ce que tu dis, parce que la question, c'est à quel point tu étais prêt à tolérer des risques de court terme. Puis c'est là que la variance devient importante. Il y a des gens qui sont là. Écoute, je suis prêt à perdre 30 % de la valeur de mon portefeuille si j'ai une chance solide de comme tripler. Puis je suis prêt à prendre le risque. Mais ça, c'est des gens qui voient vraiment à court terme. C'est-à-dire, c'est sur un an, je suis prêt à prendre un pari sur un an avec ça. Mais si ta stratégie, c'est d'être un investisseur passif, non, effectivement, c'est un peu stupide de sacrifier. À moins, tu sais, que le trade-off, c'est comme le taux de rendement est comme 7 fois plus gros que l'autre, puis que la variance est juste comme 10 % plus grosse. Non, OK, mais c'est pas le cas. Mais ça n'arrivera jamais parce que tout l'argent irait là. Tout le monde irait vers le gros rendement. La réalité, c'est que ça, c'est quelque chose qui me tape ses nerfs. Je l'ai entendu une couple de fois dans la campagne. Les gens comprennent. Je ne suis pas un gars de finance, OK? Ma connaissance de finance, c'est celle d'un économiste qui a fait Financial Econ, un cours. Puis la règle la plus stable, c'est que plus un actif a un rendement élevé, plus les gens vont vouloir l'acheter. Excuse-moi, plus un rendement est un taux d'intérêt élevé, plus ça veut dire que le prix va être bas parce qu'il y a des risques avec. Mais si ton rendement est vraiment garanti, les gens vont vouloir l'acheter, le prix va être plus élevé, puis les choses vont s'égaliser comme ça à travers les classes d'actifs. Quand on le présente la première fois aux étudiants, la relation entre taux d'intérêt puis le prix d'un actif, on fait juste dire, regarde, imagine qu'il y a juste ces deux dimensions-là. Mais si tu ajoutes la variance à travers le temps, les risques liés avec ce que les gouvernements peuvent faire. Là, tu as juste plus d'informations qui rentrent, puis ça va être difficile de toutes les exprimer dans un graphique simple pour les étudiants. Mais si tu dis ça va tout se refléter sur le rendement de l'actif dans un très long terme ou le prix dans toutes les informations qui vont dans le prix, tu vas avoir cette relation-là. C'est incroyable comment cette loi-là est fucking efficace. Là. Tu peux le voir, là, des trucs genre des tests statistiques vraiment basic, là, des trucs qu'un étudiant de première année d'université peut faire.
vont montrer la même chose régulièrement. Ben écoute, ça me sert, cette voix-là. le désir. Avant que tu répondes, on va s'en aller sur Patreon. C'est là que le manque de générosité va peut-être commencer ou pas. Ça, c'est à vous de vous joindre pour le savoir. Maison. Patreon.com/isénéchal.